Merci, chers artistes et non-artistes, bien sûr, d'être venus. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais restituer des textes qu'un grand nombre d'entre vous ont livrés par Internet. Donc, c'était sur l'idée de Jackie. Hein. C'est quoi la création pour toi, cher artiste? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'était ça la question. En fait, une seule et même question. Alors, j'ai récupéré tous vos textes, pratiquement tous, hein, pratiquement tous. Il y en a qui voulaient m'en envoyer beaucoup. J'étais obligé de faire une petite sélection parce que j'avais déjà commencé, moi, à faire mon travail de mise en page, de mise en forme, etc. Donc, j'ai abordé des choses, mais tout y est, vous allez voir, tout y est. Alors, je ne vais pas donner les noms de ceux qui ont participé. Si vous le souhaitez, je pourrais les donner à la fin, mais peut-être que je ne les donne pas au départ. Hein. Voilà. Alors, je ne vais pas vous présenter ça sous forme de catalogue, ça serait un petit peu fastidieux. Donc, je restitue vos textes avec mes petits commentaires, avec des questions par-ci, par-là, qui vont permettre de déboucher, donc, à la fin de mon récital, entre guillemets, sur un petit débat. Voilà. Qu'est-ce que la création? Création au sens de production, produire, faire. Que t'apporte-t-elle à toi l'artiste? En fait, une seule et même question. Où es-tu artiste? Au féminin ou au masculin? Parmi ce beau monde, que fais-tu entre maintenant et demain? Chut, chut. Nous t'écoutons. À toi. Sur le portique du temps, oscillent corps en avant, corps en arrière, dans les tourments, dans les effrois, dans les extases, béatitudes et joies. Sur le portique du temps, les corps s'effondrent, s'amenuisent, peau de chagrin, le cœur résiste, empreint encore d'élan puissant. Sur le portique du temps, on se maintient sur un fil coupant, ténu. Sur le portique du temps, accompagnés nous sommes, fantômes bien vivants de la vie consumée, déjà passée, pour l'amour des mots. Aussi, personnellement, j'imagine les mots de la peinture, la sculpture, la photo, la musique, etc., qui disent, font à leur manière, à cheval sur le portique du temps, avec notre vie en bandoulière et l'ombre des anciens qui nous sollicitent et sans lesquels nous ne serions que poussière taiseuse. Nous respirons. La vie est là, bien sûr. Oui, bon, nous poétisons, mais créer au sens plastique. C'est quoi pour toi? Oui, pour toi. Tu me dis toi, oui, toi, l'autre toi. Que c'est une condition sine qua non pour vivre, non. Ah, ton point d'interrogation, là, c'est quoi pour toi? Ton point d'interrogation vaut affirmation avec le jeu de mots non, 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 non. Mais oui, c'est bien sûr. Pas de réelle inquiétude existentielle. Mais oui, la vie est là, déjà dit, et je ne sais si elle est simple et paisible pour l'artiste. Donc, pas de vie sans faire. Ah, ok, ce n'est pas un jeu de mots. La vie sans faire, FR. Et tu ajoutes vraisemblablement une forme de soulagement. Soulagement? Et c'est autre point d'interrogation sur ce jeu de mots. Le peintre soulage. Soulagement. Soulagement serait-il? L'artiste serait-il sincère, insincère? Soulage ou de la croix ou les autres. Donc, créer, selon toi, pour empêcher de broyer du noir. Référence évidente d'humour à l'outre noir, cher à l'artiste Soulage. Et tu conclus par l'enfant naît créateur, l'enfante naît créatrice, création du bien, du mal aussi. Les bons et les méchants, la brute et le truand, cherchez l'artiste. Et voilà, dis-tu, si tu n'as pas la fibre artistique, débrouille-toi avec ces questions et l'humour qui les sous-tend. Je reviens cependant sur la question concernant la sincérité de l'artiste, de celle ou celui qui se prête à artiste. La sincérité, selon moi, requiert une démarche artistique, une intention, un regard personnel qui mobilise des choix plastiques réfléchis. Si l'artiste ou le prétendu artiste s'appuie essentiellement sur une technique bien maîtrisée, mais qui ne véhicule aucun sens et ne transmet aucune vision, je ne crois pas qu'on puisse parler de sincérité au sens tripal du terme.
Création donc, et comme tu le dis, toi, l'autre toi. Recréation, récréation, faire des machins, essayer des trucs comme ça pour rien, enfin pour rien qu'il ne paraît sérieux perdre son temps. Temps perdu, non, temps gagné, temps à soi, temps pour soi, quête d'image J-E-U-X, dans une parenthèse, jouer avec la matière, décollage sensible de la surface sensible, décalage du regard, pas de côté, pas à pas, tracer sa route, divaguer sans objectif, mais toujours un objectif à la main. Capter furtivement l'instant, être à l'affût, l'essence éveillée, s'émerveiller, rester là à scruter les anfractuosités d'un mur, une ombre, un reflet. Il y a une odeur, non? Une odeur de photo, d'objectif peut-être. Encore des points d'interrogation. Sonder la matière juste par plaisir, plaisir personnel, plaisir coupable. Et voilà le point d'interrogation. Jeu de mots et jeu de go quand tu traces ta route. Allez, go l'artiste. Le temps. T'ouvres la route pour des pauses, PAU, PO, de plaisir. Ah, le plaisir, plaisir, plaisir. Mais qui parle de souffrance? Faut-il souffrir pour faire? Nous en reparlerons, je suis bon d'or. Mais, poursuivons. Non, pas toi. Non, l'autre. Tu dis que la création, c'est à partir d'une idée et que les idées sont toutes bonnes. Rien acheter. Et cette idée, poursuis-tu, la sortir de ma tête, la transcrire et creuser le sillon jusqu'à son épuisement. Ah non, pas l'épuisement de l'artiste, je l'espère. Ou aller jusqu'au bout de soi en sachant qu'il y aura encore et encore un autre sillon à explorer. Et tu poursuis. Grâce à la création, je permets à mon cerveau de bouillonner, rêver. Et c'est ainsi, je suis debout dans la vie, loin des miroirs aux alouettes. Ouais, debout l'artiste. Droit ou droite sur tes pinceaux, en miroir de l'autre, cet autre de chair comme rappel de la vie et des fêlures du vrai miroir. Rêver, bien sûr, mais que dis-tu, toi? Non, pas toi, je ne sais plus. D'abord, droit à la paresse, puis rangement, léger déjeuner, quelques bambous coupés, lierres, roses anglaises et roses de Provins, sieste, lecture du Monde, 15 heures, petit carré de 20 sur 20 avec petite peinture du jardin du Cotentin, je la prends, la retourne, oui ou non, et ce bouquet dissymétrique apparaît sur la toile déjà peinte, reprise avec du blanc, mais ce n'est plus un bouquet. Le prétexte a disparu. À l'envers encore, hein, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, approche de l'art au creux de ce jardin extraordinaire. C'est tellement facile, tellement évident. On se lève, on se couche et tout est dit ou presque. Et une nouvelle page blanche à remplir au petit matin. Ouvrir la cage du jardin, ne pas toucher aux oiseaux, saisir une rose ou une brindille, on verra dans quel sens la mettre pour que ça dise ce qu'on avait à dire ou ce qu'on n'avait pas à dire. Ça ne presse pas. Évident, quand l'acte de création est si subtilement intégré au quotidien. Le poète René Char, que j'ai rencontré, disait à peu près ceci. Aucune différence entre la plume et le revolver. Ça dépend des circonstances. Oui, il évoquait la guerre quand il était résistant et responsable d'un maquis. L'artiste du jardin ne dit pas autre chose. Du sécateur au pinceau qui nous prolonge, changement d'outil selon l'heure de la journée. Cependant, il arrive que les jardins plantés de simples et de bambous insolents qui poussent plus vite que les cheveux cachent des jardins urticants. Des herbes de feu qui grésissent nos peaux et dont le geste plastique permet d'extérioriser les souffrances, les douleurs, les émotions, me dis-tu. Toi, là-bas, tu perçois l'art comme une catharsis géante.
presque comme un exercice psychanalytique. Quand les émotions se bousculent, il est temps de peindre, dis-tu, produire par la sublimation des œuvres qui me satisfont m'apporte une certaine forme d'apaisement. Peut-être faudra-t-il discuter après de ce que sont ces termes, ce qu'ils désignent effectivement, la catharsis, la sublimation. Et que nous dis-tu, toi là-bas? Oui, toi. Ah, alors, toi et toi. Alors, d'accord, ok. On va regrouper les textes, c'est plus commode. Pour toi, d'abord toi. Premièrement, la création est un espace de questionnement et de méditation qui permet de révéler la beauté intérieure et l'essence de toute chose. Secondement, elle m'apporte équilibre et harmonie. Oui, et toi. Toi ensuite. Ah, une citation de Montesquieu. La création, qui pourrait être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Donc, qu'est-ce que la beauté? La beauté intérieure des choses. Existe-t-elle en soi? Est-ce que l'essence de toute chose... Enfin, c'est quoi l'essence de toute chose quand on parle de création, enfin, de création artistique? Faut-il des règles? Oui, des règles. Y a-t-il un mode d'emploi en quelque sorte pour créer, pour dire la beauté? Ah oui. Ah si, dans les arts classiques, je pense en particulier à la Renaissance, la beauté était souvent associée à des règles mathématiques de proportion, comme celle de Vitruve, ou la règle du nombre d'heures, ou la perspective. Oui, Vitruve, vous savez, c'est l'homme de Léonard de Vinci qui est dans un cercle et dans un carré. Les jambes écartées. Oui, la symbolique du cercle et du carré, donc, ces formes géométriques étaient, comment dirais-je, considérées comme parfaites à l'époque de la Renaissance. Alors le nombre d'heures c'est autre chose, la règle du nombre d'heures, j'ai appris ça quand je faisais des études de mathématiques, c'est 1 plus racine de 5 sur 2 qui donne 1,618, c'est le rapport entre deux nombres. Je donne un exemple tout à l'heure, et en fait c'est une suite de nombres, le deuxième est toujours l'addition des deux premiers, c'est les souvenirs sur bon. Alors, j'avais remarqué un petit truc là pour m'en souvenir bien, mais on peut le faire avec, si vous prenez par exemple un meuble, vous lui donnez une hauteur mettons, de 1 mètre, la longueur sera de 1 mètre 618. C'est le nombre d'heures, c'est la règle. Donc c'est-à-dire que le Parthénon, on avait observé que sur le Parthénon, il y avait ce rapport entre la longueur du Parthénon et la hauteur du Parthénon, puis on a retrouvé plus tard, ou en même temps, enfin peu importe, ce même type de rapport dans les dimensions des différents monuments. On n'utilise plus du tout ce système-là. Oui, je peux rajouter que les artistes cherchaient à représenter des formes humaines ou naturelles, idéales, je pense aux sculptures de Michel-Ange, peinture de Raphaël. Oui, il y avait aussi la symétrie qui pouvait être perçue comme quelque chose de très harmonieux pour l'œil. Aujourd'hui, prévaut un concept de la beauté qui est tout à fait différent, c'est le ressenti de la beauté en tant que ressenti. Donc la beauté résiderait dans l'émotion ou la résonance personnelle qu'une œuvre peut susciter. Ce serait donc pas simplement une question de forme, n'est-ce pas, ou de proportion, mais ce que l'œuvre fait ressentir au spectateur. Donc ça, en particulier, sa rupture avec les codes. On peut penser à Picasso, par exemple, ou à Duchamp. Donc la beauté en soi n'existerait peut-être pas, ou elle existe. Nous pourrons discuter ultérieurement, parce que là nous abordons les concepts d'immanence et de transcendance. Tu nous dis également, toi, là, l'autre toi, qu'inventer suppose de l'imagination et un support de création. Imagination, certes, mais bien entendu, le support important, sans lequel il n'y aurait rien à voir, car la création plastique implique une exploration constante des matériaux, des techniques, que ce soit picturales, photographiques, etc. C'est ce que m'avait dit à peu près ces termes-là le peintre Quinault. Je faisais une remarque sur ce qu'il avait produit. Il m'avait dit, en fait, je dis toujours la même chose, mais je change les outils et la matière. Je dis toujours la même chose. Voilà. Finalement, la création artistique s'apparente, on peut le dire, à une forme de jeu plastique, esthétique,
dans lequel notre imagination invente toujours des formes libres, nouvelles, si possible. Quant à la beauté, pour mettre tout le monde d'accord, nous dirons qu'elle dit l'accord de nos deux natures, la sensible et l'intelligible, les deux étant intimement liés. Peut-être revenir aussi sur la question complexe de l'essence de toute chose. Alors, nous pouvons aller de la culture à l'œuvre d'art, on va retrouver son essence, ou bien faire le contraire, c'est-à-dire procéder en sens inverse, aller de l'œuvre d'art à la culture, et dans ce cas-là, elle est considérée comme sanctum. On pourra en discuter après. Tu cites également, oui, tu cites Alfred de Musset. Ah oui, je connais. Il déclare, dans la création, le hasard m'a jeté, heureux ou malheureux, je suis né d'une femme et ne puis m'enfuir hors de l'humanité. Oui. Qu'est-ce que le hasard? Qu'est-ce que le hasard? Quand on nous jette comme ça qui nous jette dans la création, dans le faire, c'est une grande question. Alors, la définition du hasard, il y a hasard quand un fait attribué normalement à une cause d'un type déterminé résulte en réalité d'une cause d'un autre type. Voilà la définition du hasard. Donc, le hasard est une causalité imprévue, comme le désordre naît, selon Bergson, philosophe qui est mort l'année de ma naissance, en 1941, donc le hasard qui ne serait qu'un ordre inattendu. Mais ce qui est affirmé ici, c'est que l'artiste n'est jamais en dehors du monde. Il en est le témoin actif et il participe à son invention et à travers donc l'outil qu'il s'est donné, que ce soit la photographie, la sculpture, etc. Et pour en terminer avec toi, tu cites Joseph Schumpeter, que je ne connaissais pas, un économiste dans les années 30 et professeur en sciences politiques, autrichien naturalisé américain, qui affirme que l'on crée pour détruire comme l'évolution inéluctable du capitalisme. L'innovation suit la destruction. Donc, détruire et reconstruire en innovant. Ça me paraît un petit peu radical, car je ne suis pas persuadé que l'artiste puisse faire table rase du passé. Je ne sais pas si l'artiste copie ou s'inspire, je ne sais quoi, pour inventer, mais il dispose de son vécu, de ce qu'il a étudié, de ce qu'il a retenu, consciemment ou inconsciemment, de toutes ces petites choses là qui sont au tiers dans son inconscient et qui ne sont jamais nées de la génération spontanée. Enfin, c'est ma position, on pourra en discuter tout à l'heure. Cet autre artiste, oui, qui se tient là-bas, tout au fond, ne me contredira pas. C'est l'Aurignacien de la grotte Chauvet, il y a quelques 30 000, 35 000 ans, qui a orné la paroi de sa grotte de représentation de lions, chevaux, bisons et signes divers. Il avait sous la main, en quelque sorte, le modèle et l'outillage. Et toi, son descendant contemporain, artiste de simèse métallique, tu t'inscris dans cette filiation et déclares que tu ne crées pas, que tu reprends ce qu'a inventé ton ancêtre avec un matériel quasi identique. Lame, grattoir, pinceau moderne, y compris les supports tels que l'ardoise, si on accepte la toile ou le papier, et ce depuis 60 ans. Dans l'ombre des anciens, comme il a été dit précédemment, dans la lumière à coup sûr. Un petit clin d'œil quand tu fais référence à ce mec artiste qui aurait créé le monde en 6 jours, et dans cette optique, qui aurait oublié d'inventer la paix. Le Guernica de Picasso en particulier a réparé cet oubli en dénonçant la guerre. Non, oui. Je te laisse la parole. La création, ça coûte un pognon de dingue pour les créateurs. Cette exposition ne décolle pas. On n'est pas au salon du Bourget. Pensez à déclarer au service des impôts votre déficit. Térébenthine, white spirit, acétone, trichloréthylène, cadmium, spray, tabac, alcool, cancer. Si le risque chimique existe pour certains artistes, je rappelle qu'il est, hélas, la pure cause de décès pour les salariés du BTP
qui baignent à longueur de journée dans les cols, les solvants, le ciment, le bitume, etc. Si, soit en rédaction, soit en réaction, gagne, espère, et prends ton essor, enthousiasme, si, espace, rue, gagner en richesse, grâçant tout, agissement, grain escamoté, si, esselé, risque gagé, effarement, éprouvé, ravalé, gavé en infortune, assouvi, certes, hanté, étonné, repu, cavale, enfin, catin, honte en rivage de Nac, honte, espère, repart vers de nouvelles vagues, évapore, racle l'éternel chemin, relais, assure chaque horizon, escamoté, rafio, visionnaire, si. À résistance, l'art du cri, je pense à Artaud, Munch. Mais que dit cet autre encore artiste, je ne me suis jamais posé la question du pourquoi créer. Bon, ça devient intéressant. Quand on m'a posé la question certains matins par téléphone, j'ai répondu par besoin. Ça m'a paru court et ça m'a titillé toute la journée. Aveu, j'étais sincère. Vous avez entendu ça tout à l'heure. Sincérité. Un mot effectivement déjà cité par un autre artiste, mais qui parlait de la sincérité de l'artiste au travail. Rien à voir avec la sincérité d'une réponse à une question, mais qui l'est, sincère. Cependant, trop succincte pour l'artiste qui s'analyse. C'était un cri du cœur, venu comme ça, sans réflexion. Besoin de me faire aimer, besoin d'être apprécié, ne pas être inutile, ne pas mourir complètement, laisser une trace. En fait, créer des liens avec des inconnus qui deviendront des amis, pourquoi pas. Je ne m'étais jamais posé la question, pourquoi je crée? Beaucoup de choses là-dedans. Nous retrouvons la nécessité d'entrer en interaction avec les autres, de proclamer la vie, mais aussi le plaisir d'être, sinon reconnu, mais apprécié. En fait, faire société. Ah, je ne t'oublie pas. À toi donc. Pour moi, la création, c'est faire advenir un objet, tableau, sculpture, etc., qui n'existait pas auparavant par une recherche personnelle entre matière, outils, support. C'est une activité pleinement humaine. Elle répond à un besoin, presque une nécessité. La recherche provoque chez moi une joie profonde qui me fait sentir pleinement à ma place. C'est le plaisir de construire quelque chose en affrontant les qualités ou défauts des matières et outils utilisés dans un espace dont je détermine moi-même les contraintes. C'est un voyage heureux dont la destination n'est pas totalement précise car l'imprévu y a sa part. Ce sont des bouteilles à la mer dont le message reste en partie énigmatique car il flirte avec l'indicible. Eh bien, nous retrouvons ce fameux besoin comme une nécessité vitale à créer, à s'inventer au fil de l'écriture plastique. Le plaisir de faire dans ce corps à corps avec les supports et les outils, et de la résistance aussi, qui nous emmène dans un ailleurs questionneur dans lequel le sens chercherait sa ligne de flottaison pour le regardant, l'observateur, mais aussi, pourquoi pas, pour l'artiste. Et toi? Ouais, toi là-bas. Tu en dis quoi? Un désir de faire quelque chose, bricoler, chercher, inventer, se dépasser, être surpris par cette finalité, et puis recommencer par plaisir, puis le désir de refaire, de reprendre, de ne pas se répéter. Et le déclic surgit. Être dépassé par mon inconscient que je ne maîtrise pas. Cette éclosion, une œuvre, dirais-je maintenant, si surprenante qu'elle m'étonne et me ravit à la fois, mais un doute peut-être, la création, un dépassement de soi, une découverte qui m'enrichit et va peut-être transformer les nouvelles œuvres à venir. S'ensuit une interrogation, un enrichissement, un bien-être, ouverture sur la vie, les autres, le monde. Ici encore,
omniprésence du désir-plaisir, sans lequel la vie serait, j'imagine, vide de sens. C'est ce que l'on peut nommer le projet. Et puis les autres, nos semblables, dont nous ne sommes jamais coupés, ce dialogue avec autrui quand l'œuvre est offerte au regard, à l'interprétation, pour éveiller des consciences, provoquer, émouvoir. Ah, toi, un pas de côté, ouais, dit encore cet autre artiste, un ailleurs, c'est déborder du cadre, prendre la clé des champs, dépasser les bornes. Une brèche dans le temps avec perte et fracas, une incartade, une infraction révélant l'inattendu, une nouvelle langue, pour donner corps aux idées, donner 1000 sens à chaque mot, trait aux couleurs, la multiplication des sens effaçant l'idée pour laisser place à la présence. C'est une aventure à la découverte de soi dans la vérité du mouvement universel dans lequel nous sommes enrôlés. Elle est dans le désir insistant de voir s'élargir l'horizon, pour reprendre Annie Lebrun. Elle est dans la note tardive de Victor Hugo, de chercher ce qui pourrait bien ressembler à l'infini dans un contour. Une traversée dans le temps qui nous métamorphose. Allez, donner corps aux idées, dis-tu. Certes, le peintre, pour prendre cet exemple, peint. Il ne peint pas des idées, il fait du visuel, de la matière, de l'épaisseur, ce qui n'exclut aucunement une intention que le Quidam décryptera ou pas, mais ressentira bien sûr autrement. À ce propos, c'est plus qu'une anecdote, parce que c'est Leroy-Gourhan, que certains connaissent ici, Leroy-Gourhan qui était un spécialiste de l'archéologie préhistorique, qui est décédé en 86, il donnait lui la primauté du geste sur la parole. Avec un ouvrage qui s'appelle « Laisser la parole ». Alors, moi, c'est un bouquin que j'ai lu assez souvent, et j'ai imaginé cette anecdote, mais qui peut, vous allez voir. Donc, le geste était avant la parole. Alors, imaginons un homme de la préhistoire, un ancien, là, qui est là, il ne parle pas encore vraiment, il n'a pas encore vraiment le langage articulé, et puis il voit un mammouth sur la colline qui est en face, et il le voit du côté gauche, alors il va faire mouh, le bras par avant, puis pour baiser, voilà. Et bien sûr, il va prendre, les années vont passer, puis petit à petit, il va comprendre comment articuler bien sa langue dans le fond de la gorge, faire remonter sa langue. Il va bientôt maîtriser totalement le langage articulé, jusqu'au jour où il pourra les mains dans les poches dire « Ah, t'as vu là-bas le mammouth à bâbord ?» Ben oui. Et là, on est dans la symbolique, on est dans le signe, on est dans le langage, et là, le langage est quand même les premiers, là, alors qu'il était second dans un premier temps. Alors, il y a vraiment une dialectique à imaginer entre le geste de la parole et la parole de geste. C'est tout ce que je voulais dire, voilà. Une petite anecdote, voilà. J'ai imaginé cet homme de la préhistoire qui commençait à avoir des borborines, là, émettre des sons, mais incapable d'articuler une phrase. Ça a dû exister comme ça, finalement. Hein, les premiers mots, comment les premiers mots. C'est le bras qui parle le premier. Hein. Voilà. Oui, alors, et toi là-bas, que dis-tu? Que tu crées pour ne jamais oublier? Mais oublier quoi? Tu évoques le début du monde, notre passage, notre fin, une vie de mortel où chacun souhaite laisser une trace. Ouais, la trace. Ouais. Le début du monde, oui, la trace du début du monde, la trace comme l'empreinte de l'homme de Cro-Magnon pour dire, bah oui, je suis là, regardez-moi, une trace. C'est important, ça. S'exprimer, poursuis-tu? S'exprimer, donner à voir l'indicible, l'impalpable, devenir passeur d'émotions. Laisser le geste être une projection de soi. On y revient à Leroy-Gourhan, hein. Ce geste premier là qui part. Ah oui, on y revient. Celui qui accompagne le corps jusqu'à l'intime. Jusqu'à l'intime ici pour en extraire la substantifique moelle finalement. Mais je te redonne la parole. Un inconscient qui se forme sans limite, en forme et couleur, lâcher prise enfin. Sortir du cadre, amuser, bousculer, déranger, questionner, donner à recevoir sans restriction ni limite, être sans paraître, laisser le costume respectueux au vestiaire,
entrer dans un univers où tout est permis, accéder du bout des doigts à la liberté. Et toi? Et toi encore là? C'est autre parmi les autres de poursuivre? Ah oui. Créer du seul fait d'être. Créature au sang mêlé de la sève des jours, et de nos mains, de nos pensées, de nos visions. Recréer un monde d'après celui-là que nous partageons. Recréer, s'efforcer d'exprimer un morceau de vie, de s'y unir par un don incertain, un hasard, et dire un peu du monde et un peu au monde, dans une lutte qui n'en épuisera pas les mystères. Voir la puissance de la vie, dans les feuillages de l'arbre, sur un visage, et même dans la lumière d'une rue déserte, et sans vouloir le simple messager. Créer une simple respiration, sans cesse recherchée, perdue et retrouvée, qui semble abolir dans l'instant l'absurdité de vivre. Bien quand le poème nimbe la toile de l'artiste, inutile d'en proser pour en diluer le propos. Juste en évoquer les derniers mots, l'absurdité de vie qui serait abolie. Oh, le temps d'un souffle et d'une caresse de pinceau, d'un déclic, d'appareil, d'un coup de ciseau ou de tel ou tel outil, c'est selon moi donner une importance vitale, voire essentielle, à l'acte de création. Alors, l'absurdité de vivre devient plaisir de longue haleine si l'artiste se consacre à corps ouvert à son art, donc la vie est belle. Et toi, cet autre d'entre les autres, tu dis, ton art pour la postérité qui sèmera tes cendres à l'oubli. Tu te sèmes à grandes envolées de plumes colorées, à l'ici maintenant de tous tes futurs, ne sache si demain tu seras né. Tu évoques ta liberté à dire, à désir plaisir dire ce qui n'existe pas, encore à faire bouillir ton sang sur la page noire de ton errance, entre l'en haut et l'en bas, en sachant que le premier est en expansion et le second, comme le rappel de ta condition de mortel, aura des pâquerettes. Je t'écoute et me demande si l'acte de création n'est pas la chronique d'une vie annoncée, plutôt d'une naissance permanente, à discuter. Et si c'était beaucoup de bruit pour rien, tout ça, des mots, encore des mots, les mêmes mots. La chanson. Oui, et si tout ça n'était finalement qu'une affaire de chimie. Oui, parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes toutes et toutes des drogués, des dopés à la dopamine. Ça, c'est une petite substance que sécrète le cerveau. Alors, on est dans l'urgence de quelque chose, dans le besoin, on n'est pas forcément très bien. Et puis on crée, on obtient un objet fini, pas tout à fait fini, mais enfin on est quand même satisfait. Ah, on est bien. Et là, on est vraiment dopé à la dopamine. Hein. Et puis on va recommencer, on va créer une autre fois, et puis on bricole un peu, on est bien, puis on recommence. Et là, on tombe totalement en addiction de la création. Mais on est souvent dans cet état dopé à la dopamine. Je pense que c'est pareil quand on a faim. On a un petit gâteau à la vitrine du pâtissier, on va l'acheter. On est bien. On boit un petit coup de vin ensemble. On avait soif peut-être, on était bien. Et après, on est bien. Toujours ça. La récompense, c'est la récompense. Je pense que tous ici, nous sommes finalement des drogués à la récompense. Voilà. Alors, je vais terminer, pas vraiment terminer parce que... Oui, je termine sur une note moins synthétique que la chimie. On va ouvrir le débat, mais on va l'ouvrir à partir de quelques mots d'un sapiens qui s'est déjà exprimé tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des mots qui vont permettre, vous allez voir, jouissance pour soi, jardin secret, garder pour soi, exposer, s'exposer au regard de l'autre, partager. Et partager, P, A majuscule, RT. Le art est dedans. A, RT, ça se trouve ça très subtil, partager. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. À vous maintenant, je vous donne la balle, c'est à vous de parler maintenant. Cours de mots. Voilà, merci. Voilà. Et demain, un verre d'eau.